France Culture, il est 17h. Tester et améliorer son orthographe sans être noté, réviser ses classiques tout en s'amusant, nous vous proposons avec Rachid Santaki une dictée et sa correction à faire seul ou en famille. En compagnie aujourd'hui du directeur de la maison Balzac à Paris, Yves Gagneux est notre invité. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne et à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Et bonjour à notre invité, bonjour Yves Gagneux. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes conservateur général du patrimoine, directeur de la maison Balzac dans le 16e arrondissement à Paris, commissaire de l'exposition Le chef-d'œuvre inconnu entre génie et folie à voir ici à Paris dans cette maison Balzac jusqu'au 6 mars. Voilà pour la présentation et cette occasion qui nous permet de vous rencontrer et de nous réunir. Le titre de l'exposition, il fait référence, nos auditeurs le savent sûrement, à l'une des œuvres les plus célèbres de Balzac. Une œuvre qui réfléchit au sens de l'art. Dans ce roman, il est question de la création, de son rôle, de ses contours, autour de la figure du peintre et de son modèle. Alors pourquoi est-ce qu'il est si célèbre pour vous? Vous avez une intuition, ce roman-là de Balzac? C'est un roman qui n'a pas toujours été célèbre. Lorsque Balzac l'écrit, le roman est accueilli, mais ne suscite pas particulièrement de vagues. En fait, on doit cette célébrité à deux personnes qui sont Ambroise Vollard et Pablo Picasso. Ambroise Vollard est un marchand d'art et aussi un éditeur, et c'est un marchand d'art qui a protégé, qui a découvert Matisse, qui a découvert Picasso, qui a soutenu Gauguin. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important dans le paysage du XXe siècle. Et c'est aussi un homme qui s'intéresse aux livres et qui est extrêmement instruit. Et un jour, chez Picasso, il avise des carnets laissés par Picasso. Picasso était un travailleur infatigable qui remplissait des carnets et des carnets de dessins. Et il voit des carnets remplis de dessins composés de points reliés par des lignes. Des points reliés par des lignes. Quel rapport avec Balzac, me direz-vous? Et en réalité, Vollard l'établit immédiatement. Il pense à la dédicace faite par Balzac de ce roman dans la dernière édition, qui est une dédicace ainsi composée à un lord, suivie de 5 lignes de points de suspension. Ne me demande pas ce que ça veut dire, personne ne le sait. Tous les Balzaciens du monde se sont penchés là-dessus pendant des années, personne n'a jamais trouvé. Mais Vollard établit un lien visuel et il se dit, mais oui, bien sûr, je vais publier le chef-d'œuvre inconnu. Il reprend les dessins de Picasso déjà faits pour en faire une sorte de prologue, puis crée le texte avec toute une série de dessins qui sont inclus dedans, et surtout commande à Picasso une série de gravures. Et là, c'est une chose extraordinaire parce que Picasso va faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant lui. Il va non pas suivre le récit, mais partir du récit pour suivre des directions qui lui sont personnelles. Il va donc reprendre le thème de l'artiste et de son modèle et travailler l'artiste et son modèle en développant les questions qui l'intéressent lui. On aura donc le portrait de la jeune Marie-Thérèse Walter, on aura l'artiste et son modèle, mais pas seulement le peintre, mais aussi des sculpteurs. On aura des représentations de tauromachie qui sont associées chez Picasso à l'érotisme. Donc c'est vraiment la relation érotique avec le modèle que Picasso va développer. Et à la suite de ce travail, d'un seul coup, le chef-d'œuvre inconnu va être porté au nu et tout le monde va le lire, tout le monde va l'apprécier, et surtout dans le milieu de l'art. Je ne sais pas si c'est aussi les illustrations qui ont révélé d'autres ouvrages, comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry, mais c'est sûr qu'ils permettent aussi, ou ils rendent autrement accessible la lecture de ce roman, qui en tout cas aujourd'hui est considéré comme un chef-d'œuvre, est en tout cas considéré comme un des grands romans de Balzac, aussi par le fond, le contenu du roman, ce qu'il propose comme réflexion autour de l'art et de la création. Alors pour Picasso, quand même, juste pour revenir sur cette anecdote révélatrice, c'est pas très clair, ça ne semble pas si clair le fait qu'il ait pu illustrer cet ouvrage de Balzac, et vous le montrez dans l'exposition, dans cette fameuse édition Vollard qu'il va illustrer à la demande de l'éditeur et marchand d'art, avec ces études graphiques de Picasso qui vont être mises là au début. Lui dit beaucoup plus tard, dans une interview, un entretien de 61, que Vollard et Sandrard ont vu des gravures de lui, qu'ils les ont mis sur le chef-d'œuvre, mais enfin, ce n'est pas une véritable illustration, dira-t-il dans cet entretien de 61. Il faut dire que
Les dessins qui sont présentés là, de Picasso, sont des dessins qui représentent un sujet qui le passionne, hein, celui du peintre et de son modèle. Naturellement, c'est un sujet qui le touche, et pour cause. Oui, il va en effet, mais il faut prendre ce texte comme il faut prendre toujours les textes des artistes. Ou des génies, Et là, des, pour et le des coup. génies. Et un génie comme Picasso, qui est en plus un génie particulièrement retors, qui a parfaitement compris ce qu'étaient les médias, qui a parfaitement compris l'importance de donner une bonne image ou une image complexe de l'artiste, complexe qu'il est d'ailleurs. Et Picasso, en 1961, plus de 30 ans après, va évoquer des événements dont il a probablement en grande partie oublié la réalité. La réalité, d'ailleurs, ne l'intéresse probablement pas. En réalité, ce qu'il veut montrer, c'est précisément cette construction d'artiste telle qu'il l'a faite. Quand il évoque Sandra, on ne sait pas du tout si Ambroise Vollard a contacté Sandra pour cet ouvrage. En fait, on ne connaît presque rien sur cet ouvrage. Ce chef-d'œuvre inconnu par Picasso est complètement inconnu en grande partie. Mais ce qui est certain, c'est que la suite de gravures a été commandée à Vollard pour cet ouvrage et que Picasso le savait. Donc Picasso a raison quand il dit « je n'ai pas vraiment illustré ». Il n'a pas vraiment illustré parce qu'il n'a pas du tout suivi le récit. Et là, il se met en porte-à-faux par rapport vraiment à tout ce qui a été fait avant lui. C'est un cas unique à ce moment-là. C'est une chose qui n'avait jamais arrivé. Picasso s'éloigne du texte. Et puis c'est aussi une manière pour lui peut-être de se mettre à la même hauteur que Balzac, hein. Peut-être que lui, Picasso, n'était pas un peintre ou un dessinateur qui allait simplement illustrer même un grand livre du grand Balzac. Ils sont à hauteur d'homme et à hauteur de génie. Reste, on n'a pas l'explication définitive, mais l'anecdote est quand même intéressante. Balzac, ce roman, il l'a remanié 6 fois. Et vous nous racontez dans cette exposition consacrée au chef-d'œuvre inconnu à voir à la Maison Balzac à Paris, que c'était vraiment une habitude de l'auteur, hein, de remanier ses textes, qu'il aimait corriger sans cesse ses œuvres, hein. La version qu'on lit aujourd'hui, qu'on trouve en librairie, elle a connu toutes ces évolutions. Elle est a priori plutôt la 6e édition, la 6e version de ce texte de Balzac. Oui, c'est la 6e version d'un texte qui a été très profondément repris, très profondément remanié. Dans ces versions, il y a quelques-unes sont peu différentes des précédentes, mais il y en a 3 qui sont vraiment totalement différentes les unes des autres. Et alors, ce qui est formidable, c'est que quand on lit actuellement le texte, en fait, on retrouve régulièrement des strates des versions précédentes. Et c'est cet enrichissement progressif du texte qui en fait aussi toute la particularité, qui en fait toute la richesse, et qui explique que chacun dedans peut trouver des choses différentes. Et c'est sa propre réflexion sur le travail du peintre et sur le sens de l'art qu'on voit évoluer à travers ces différentes versions, hein, dites-vous. C'est pas simplement des corrections stylistiques formelles. Oui, exactement. Le tout premier texte de Balzac est presque une plaisanterie. Balzac va s'inspirer d'un texte de E.T. Hoffmann, ce grand romancier romantique allemand, et il va simplement transférer ce qui était une leçon de violon en leçon de peinture. Et ensuite, dans une autre version, ce conte fantastique devient un conte philosophique. Et progressivement, Balzac va introduire des éléments, et surtout, Balzac va d'un seul coup comprendre qu'on ne peut pas parler de l'art sans le connaître. Il va donc se plonger dans la lecture de Diderot, des salons de Diderot. Il va beaucoup discuter avec Théophile Gautier, qui est un des plus grands critiques d'art du XIXe siècle et qui est aussi un ami intime. Et du coup, il va d'un seul coup, dans une nouvelle version, tenir des propos sur la peinture qui véritablement tiennent la route, qui sont des propos de très haut niveau, de très bonne qualité. Et il va aussi s'intéresser à une question qui taraude Balzac pendant toute sa vie, c'est les conditions de la création artistique et les conditions de l'échec artistique. Car le chef-d'œuvre inconnu, c'est aussi une étude sur l'échec artistique. Et ça, c'est fondamental. Bon, il y a des phrases mémorables et vous les mettez en exergue, hein, de l'exposition, dont celle-ci. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète. Qu'avez-vous choisi comme extrait pour aujourd'hui, Rachid Santaki? Chère Olivia, toute évidence, un extrait justement du chef-d'œuvre inconnu. Presque sans surprise, mais quel Voilà, bonheur de sans pouvoir, surprise. à travers cette dictée, se replonger dans ce texte dont vous nous parlez si bien aujourd'hui, Yves Gagneux. On peut juste résumer le livre, l'histoire, en quelques mots? Oui, très brièvement, l'action se passe à Paris au tout début du XVIIe siècle. Le jeune Nicolas Poussin, le grand peintre que l'on connaît, arrive à Paris, le cœur battant, se présente devant l'atelier de François Pourbus, qui est un peintre qui travaille pour le roi, qui travaille pour la reine. Il ose à peine entrer. Quand arrive un vieillard, l'air un peu diabolique, qui frappe à la porte, qui pénètre tel un tourbillon, et Poussin est absorbé.
une fois dans l'atelier de François Pourbus, Nicolas Poussin assiste médusé à la conversation entre ce peintre et Fraunhofer, ce vieillard qui est rentré, Fraunhofer, tel est son nom. Et Fraunhofer va critiquer une peinture qui, pour Nicolas Poussin, semble extraordinaire, que vient de réaliser François Pourbus. Au bout d'un moment, Nicolas Poussin explose en disant « Mais bonhomme, qu'est-ce que tu racontes? C'est un chef-d'œuvre, cette peinture !» Et là-dessus, qu'est-ce que c'est que ce jeune homme? Vous prétendez peindre, prenez des crayons. Nicolas Poussin fait un très beau dessin, il est admis et il parle. Et à ce moment-là, Nicolas Poussin apprend que Fraunhofer, depuis 10 années, travaille à un chef-d'œuvre qui est la représentation d'une courtisane, Catherine Lescaut, la belle noiseuse. Il la voit parfaitement et il pense avoir réussi à faire quelque chose de plus vivant, de plus beau, de plus parfait que ne pourrait le faire la nature. Et sa seule inquiétude est de pouvoir la comparer à un modèle qui soit la perfection féminine, afin de vérifier qu'il a bien arrivé à son résultat. Nicolas Poussin, arrivé à Paris, a trouvé une jeune maîtresse, la jeune Gillette, qui est d'une femme d'une beauté merveilleuse et qui idolâtre le jeune Nicolas Poussin. Et il va lui proposer d'accepter de poser pour Fraunhofer, en échange de quoi, lui pourra voir l'œuvre de Fraunhofer. Donc il y a une tension amoureuse très très forte. La jeune fille finit par accepter, la pose a lieu et Fraunhofer ressort triomphant. J'ai réussi, j'ai fait mieux. Et là, je ne vous raconte pas la fin, parce qu'il faut que vous lisiez le récit. Voilà, merci beaucoup. Très bonne idée. Merci à vous pour ce résumé, Yves Gagneux. Quel est, si vous pouvez nous resituer peut-être juste un peu nous sommes le contexte de la dictée. Au début justement de l'ouvrage. Le jeune peintre Nicolas Poussin se présente à la porte de Pourbus, grand peintre qu'il vénère, comme vous le précisiez. Et il profite du maître Fraunhofer pour le suivre et entrer. Voilà pour cet extrait du chef-d'œuvre inconnu de Honoré de Balzac, qui est à l'étude aujourd'hui, ou en tout cas au centre de cette dictée de Rachid Santaki. Comment ça va se passer pour vous, Yves Gagneux, et pour les auditeurs de France Culture? Une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille, une seconde pour prendre note et renouer avec cet exercice que vous avez peut-être un peu délaissé ces dernières années, Yves Gagneux, et une troisième pour corriger ensemble. Voilà, alors donc c'est parti pour la première lecture. Très bonne dictée à toutes et à tous. Accablé de misère et surpris en ce moment de son outrecuidance, le pauvre néophyte ne serait pas entré chez le peintre auquel nous devons l'admirable portrait de Henri IV, sans un secours extraordinaire que lui envoya le hasard. Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de sa démarche, le jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur ou l'ami du peintre. Il se recula sur le palier pour lui faire place et l'examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste. Fin de la dictée. Très bonne dictée à tous. Merci Rachid. Accablé de misère, accablé de misère et surpris, accablé de misère et surpris en ce moment et surpris en ce moment de son outrecuidance, virgule, de son outrecuidance, virgule, accablé de misère et surpris en ce moment de son outrecuidance, virgule, le pauvre néophyte, le pauvre néophyte ne serait pas entré, ne serait pas entré, le pauvre néophyte ne serait pas entré chez le peintre, chez le peintre, le pauvre néophyte ne serait pas entré chez le peintre auquel nous devons
ne serait pas entré chez le peintre auquel nous devons l'admirable portrait, je répète pour les plus jeunes, auquel nous devons l'admirable portrait de Henri IV. De Henri IV, virgule, auquel nous devons l'admirable portrait de Henri IV, virgule, sans un secours extraordinaire, que lui envoya le hasard, point. Le hasard, point. Je répète, sans un secours extraordinaire que lui envoya le hasard, point. Et fin de la dictée pour les écoliers. Un vieillard vint à monter l'escalier, point. Un vieillard vint à monter l'escalier, point. À la bizarrerie de son costume, virgule, à la bizarrerie de son costume, virgule, je répète, un vieillard vint à monter l'escalier, point. À la bizarrerie de son costume, virgule, à la magnificence de son rabat de dentelle, virgule, à la magnificence de son rabat de dentelle, virgule, à la magnificence de son rabat de dentelle, virgule, à la prépondérante sécurité de sa démarche, virgule, je répète, de son rabat de dentelle, virgule, à la prépondérante sécurité de sa démarche, virgule, à la prépondérante sécurité de sa démarche, virgule, le jeune homme, à la prépondérante sécurité de sa démarche, virgule, le jeune homme devina dans ce personnage, le jeune homme devina dans ce personnage, le jeune homme devina dans ce personnage où le protecteur, le jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur, ou l'ami du peintre, point virgule, ou l'ami du peintre, point virgule. Le jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur ou l'ami du peintre, point virgule. Il se recula sur le palier, il se recula sur le palier pour lui faire place, virgule, pour lui faire place, virgule, il se recula sur le palier pour lui faire place, virgule, et l'examina curieusement, virgule, et
l'examina curieusement, virgule. Je répète, il se recula sur le palier pour lui faire place, virgule. Et l'examina curieusement, virgule, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste. Point de suspension. Je répète, et l'examina curieusement, virgule, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste. Point de suspension et fin de cette deuxième lecture. Merci beaucoup, Rachid Santaki. Merci. Qui est le néophyte de l'histoire, Yves Gagneux, dans ce passage? Le néophyte, c'est Nicolas Poussin. C'est Nicolas Poussin. Nicolas Poussin qui est tout jeune, qui Voilà, et n'est le pas encore connu et qui arrive à Paris de sa Normandie natale. Et le vieillard serait Maître Fraunhofer Voilà. dans ce passage-là, hein, qui monte l'escalier. Très bien. Niveau de difficulté pour vous de cette dictée? Moyen, mais c'est un texte que je connais un peu, donc je ne me rends pas forcément bien compte. C'est pas tant sur les accords grammaticaux ou les conjugaisons hein, que le texte présente peut-être des difficultés. J'aurais tendance à dire, mais je ne l'ai pas faite comme vous, avec le regard qui est le vôtre, du coup, que c'est quand même plutôt sur certains noms, certains mots, certains attributs que l'écriture et les questions peuvent se poser. Alors on y va ensemble. Vous voulez prendre la main sur cette correction, Rachid, à vous. Alors, accablé de misère et accablé A2CA BLE accent aigu. Alors on précise tout de suite que le accablé se réfère à notre pauvre néophyte. Hein. C'est lui qui est Exactement. accablé. Donc il faut attendre un petit peu la suite de la phrase Oui. et de la dictée pour savoir que accablé ne s'accorde pas au féminin. Hein, Voilà, et que ça au accorde avec masculin. notre pauvre néophyte. Accablé de misère, donc misère M-I-S-E, accent grave R-E. Pas de surprise a priori. Et surpris Elle arrive là, la surprise. en ce moment de son outrecuidance, virgule. Donc surpris en ce moment démonstratif évidemment. C'est eux. CE, voilà. Moment, pas de au singulier, M-O-M-E-N-T. De son outrecuidance. Alors comment l'avez-vous écrit, Monsieur Gagneux? O-U-T-R-E-C-U-I-D-A-N-C-E. Exactement, Voilà. en un seul mot. Donc, Le pauvre néophyte. le pauvre néophyte, donc le pauvre, pas de surprise, néophyte, peut-être, j'appelle quand même pauvre, P-A-U-V-R-E, néophyte. Vous avez hésité? Non. Pas de F, pas de I, Non. ou PH, Y, c'était simple, c'était clair. Donc N-E-O-P-H-Y-T-E, c'est tout juste pour vous. Le pauvre néophyte ne serait pas entré chez le peintre. On est à quel temps, là, dans ne serait pas entré? Vous choisissez quoi? Je n'ai toujours été très mauvais en grammaire, donc spontanément, j'arrive assez bien à écrire les choses, mais l'analyse grammaticale est un exercice qui m'est très compliqué. Alors, peu importe, allons-y à l'intuition. Vous l'écrivez comment? Ne serait S-E-R-A-I-t, Mhm. En troisième personne du singulier. pas entré E-N-T-R-E, Voilà. Exactement. Au conditionnel, parce qu'au futur, ça aurait fait il ne sera. Ne en sera tout cas, pas là, on a entré, bien ce sûr. serait S-E-R-A-I-T. Pas entré et exactement chez le peintre auquel nous devons l'admirable portrait de Henri IV. Est-ce qu'il y a une difficulté là pour vous, Rachid, à souligner une question qui Non, s'opposerait? non, ne serait pas entré, vous l'avez précisé, chez le peintre, auquel, A-U-Q-U-E-L, nous devons l'admirable portrait de Henri IV, pas de difficulté. Alors, c'est pas D apostrophe, hein, c'est Oui, pas d'Henri IV. je l'ai dit, je l'ai bien de- précisé, ouais, de Henri on l'a bien IV. C'est vrai entendu que c'est aussi. assez troublant, mais j'ai respecté. Sans un secours extraordinaire que lui envoya le hasard. Sans un secours extraordinaire en un mot que lui envoya E-N-V-O-Y-A, le hasard, H-A-S-A-R-D. Voilà pour cette partie dictée écolier. Le vieillard vint à monter, vous avez très bien fait la liaison. Le Alors, un vieillard, je vint. précise. Mhm. Oui, un vieillard, c'est au cas où nos Oui. auditrices et auditeurs. Alors, pour ce vieillard, V-I-E-I-2-L-A-R-D, Voilà. vint à monter, on est au passé simple,
V-I-N-T, tout simplement. loin à accent aigu. Voilà, monter à l'infinitif. On remplace par vendre, si besoin est. L'escalier. À la bizarrerie de son costume. Bizarrerie, B-I-Z-A, 2-R-E-R-I-E. voilà, on n'oublie pas les 2 R, de son costume. À la magnificence pardon, de son rabat de dentelle. Voilà, ce mot est plus impressionnant peut-être qu'il n'est difficile, mais quand même, vous l'avez éplé, orthographié comment, magnificence? M-A-G-N-I-F-I-C-E-N-C-E. Magnificence, voilà, et pas science, comme j'arrête pas de le répéter, sinon là vraiment c'est prête à erreur. C-E-N-C-E, magnificence, de son rabat de dentelle. À la prépondérante sécurité. Prépondérante, En un seul mot, B-R-E-P-O-N-D-E, avec des accents aigus à chaque fois, R-A-N-T-E. voilà. Et ça, c'est tout Balzac d'utiliser des mots dans des sens qui ne sont pas forcément usuels. Et ça peut beaucoup surprendre des gens qui ne sont pas habitués à cette écriture. Et on voit le rythme de la phrase aussi, hein, la Oui. bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat Oui, de c'est dentelle, à la musicalité. prépondérante sécurité de sa démarche. Déjà, on est impressionné par qui entre à ce moment-là. Le jeune homme devina dans ce personnage, donc toujours le verbe deviner, passé simple, D-E-V-I-N-A, dans ce personnage ou le protecteur ou l'ami du peintre. Alors c'est un ou, coordination, conjonction de coordination, il n'indique pas de lieu, mais un choix, hein, OU, plus loin le protecteur, OU, plus loin l'ami du peintre. Il se recula, passé simple, toujours, du verbe reculer avec un seul L, sur le palier. Palier, vous mettez un L ou 2 L? Oh, un seul suffit. Un seul suffit, Très bien. effectivement, on ne double pas le palier. Pour lui faire place, et l'examina curieusement, je vois pas de difficulté non Non, pas de plus, difficulté. espérant trouver, donc vendre, infinitif, ER, trouver en lui, Et j'ai fait l'accord d'ailleurs. La trouver liaison, pardon. en lui, Trouver en lui. la bonne nature d'un artiste. Et Voilà. ce qui est merveilleux dans ces textes de Balzac, c'est la manière dont il se prête à la lecture. Le rythme de la lecture est une chose qui permet vraiment de prendre conscience de toute la richesse du texte, de toute sa profondeur. Balzac est un écrivain qu'il faut presque plus mieux entendre ou lire à voix haute que lire de façon silencieuse. La dictée, c'était un exercice qui vous plaisait à l'époque. Vous étiez déjà un grand lecteur et un grand lecteur de Balzac ou J'étais un grand lecteur, ça c'est venu sur le tard, pas du tout un Balzac? grand lecteur de Balzac. J'ai lu Balzac quand j'étais jeune, mais je n'y ai rien compris. Je suis passé complètement à côté et j'ai redécouvert complètement Balzac plus tard. Et en fait, Balzac est un écrivain qu'il ne faut pas tellement lire, mais qu'il faut surtout relire. C'est à la 2e, voire la 3e lecture que l'on commence à percevoir toute la finesse de la pensée, toute la profondeur psychologique. Et là, ça devient véritablement un bonheur. Là, vous êtes exigeant. Commencer par le lire, c'est bien déjà. Non, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent. Mais ce texte-là, le Ouais. chef-d'œuvre inconnu, est un texte qui est facile à lire, qui est agréable à relire et qui est formidable à lire une 3e fois. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a toujours aussi un plaisir, Rachid, à revisiter les classiques, hein. Oui, revisiter les classiques. Et tout à l'heure, vous parliez d'enrichir aussi les points de vue par rapport à cette œuvre. Et je trouve que de pratiquer la dictée à travers cette œuvre aussi, c'est un autre point de vue. Vous avez aussi, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, l'oralité à la lecture de ce texte qui est vraiment, oui, on sent qu'elle est Ça puissante. permet vraiment de prendre conscience du travail sur la langue auquel procède l'écrivain. Et quand on le lit, on ne voit pas autant de choses que quand on fait cette dictée. Bien sûr. Il a été, ce chef-d'œuvre inconnu, source d'inspiration pour de nombreux artistes. Il a fait l'objet de nombreuses interprétations aussi, présentées dans l'exposition. Et c'est intéressant, on parlait tout à l'heure des artistes comme Picasso, mais on pourrait évoquer aussi Anselm Kiefer, l'artiste plasticien allemand, qui en fait, lui, une interprétation complètement liée à l'époque, hein, très étrange aussi dans le tableau que vous présentez dans l'exposition, hein. Oui, c'est très particulier. Anselm Kiefer va dans ce roman retenir la prétention de Fraunhofer à égaler la nature, ce que l'on appelle l'hubris en grec, cette volonté de s'égaler aux dieux. Et il va retenir ceci et la rapprocher d'une ambition tout aussi folle qui avait été celle d'Hitler et de son architecte Albert Speer lorsqu'ils avaient voulu imaginer la construction de Germania, une capitale géante à la place de Berlin, avec des monuments d'une telle ampleur que, d'après Hitler, 1000 ans plus tard, lorsque ce Reich aurait été détruit, les gens, en admirant les ruines, se seraient extasiés devant la grandeur de la civilisation. Bon, il n'en a rien été, la plupart des bâtiments n'ont pas été construits, ceux qui l'ont été ont été rasés,
traumatisé. Et Anselme Kiefer, qui est né en 1945, qui est donc à la fois traumatisé par les horreurs perpétrées par une civilisation extraordinairement raffinée, qui avait produit Bach, qui avait produit Goethe. Et donc il est traumatisé par ça. Il est né en 1945, il est aussi traumatisé par le souvenir de cette Allemagne totalement en ruine, où il ne reste pas pierre sur pierre. Et ces obsessions vont nourrir toute son œuvre, toute sa pensée, qui est une œuvre très construite, très fine, très dense. Et donc dans ses œuvres, il va reconstruire ces bâtiments imaginés par l'architecte et les transformer, les modifier pour en faire non plus des monuments à la gloire du national-socialisme, mais des monuments dirigés en mémoire des victimes de la barbarie nazie. Donc c'est très très particulier, l'œuvre est très forte, très prenante, et il faut vraiment, elle n'a jamais été montrée en très France. Très sombre aussi. Et très sobre, ouais, et d'autant plus puissante. Un mot aussi peut-être quand même, juste pour l'évoquer, beaucoup l'ont peut-être déjà vu ou auront plaisir à le voir, on l'espère après cette émission. C'est l'adaptation qui en est faite par Jacques Rivette au cinéma cette fois avec La Belle Noiseuse, vous citiez les mots tout à l'heure, avec Michel Piccoli et Emmanuel Béard. Le film est repassé récemment d'ailleurs sur Arte. Il est repassé sur Arte. Et on peut le revoir. Et vous en mettez des extraits dans l'exposition. Là encore, la liberté d'interprétation de Rivette est quand même entière aussi. Elle est entière et elle se double d'une autre liberté d'interprétation, c'est celle du peintre Bernard Dufour, qui est la main de Fresnhofer. C'est la main de Michel Piccoli dans tout le film. Donc on voit ces œuvres qui ont été faites pendant le film. C'est un tournage très long qui a duré 9 mois. Et 9 mois sans doute assez difficiles, au cours 9 mois au cours desquels la réflexion s'est développée, s'est prolongée. Et Rivette va donc développer avec Bernard Dufault une réflexion très originale à partir du chef-d'œuvre inconnu, encore une fois sur la création artistique, mais toujours en prenant de la distance par rapport au récit de Balzac. Et c'est cette capacité de Balzac à nourrir justement des pensées, à permettre aux gens de développer une pensée autre à partir de la sienne, qui en fait un écrivain tout à fait hors du commun. Merci beaucoup à vous, Yves Gagneux, d'être venu évoquer ce chef-d'œuvre inconnu. Entre génie et folie, c'est le titre de l'exposition que vous avez pensé et que vous présentez actuellement à la maison Balzac à Paris, maison de Balzac que vous dirigez, sachant, et je le rappelle, que vous êtes conservateur général du patrimoine. Elle est à voir jusqu'à mars 2022 et peut-être citons le livre, la publication qui y est associée. C'est à la fois le texte intégral du chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac qu'on a évoqué aujourd'hui autour de cette dictée, avec des commentaires inédits, notamment ceux du grand écrivain turc Orhan Pamuk, ceux de Pierre Bergogneau, de Dario Gamboni ou encore de l'artiste Orlan. Merci à vous. Merci pour votre accueil. L'intégralité de la correction de cette dictée est à retrouver sur le site de la dictée de Rachid Santaki sur franceculture.fr. Au bon soin, cette semaine de Corinne Amar et de Nicolas Berling. Merci à Mydia Portis-Guérin à la réalisation.